Et nous allons finir ce chapitre par cet exercice d'application dans lequel il s'agit de l'étude cinétique d'une réaction chimique qui se passe entre l'eau oxygénée et les ions iodure I-. C'est une réaction pour laquelle nous avons déjà observé l'évolution dans le temps expérimentalement. Et dans la première question, on demande d'identifier, ça veut dire de savoir quel est l'oxydant, quel est le réducteur dans chaque couple présenté. Alors pour le premier couple, H2O2 aqueux H2O liquide, alors l'écriture du couple oxyrède de cette façon veut dire que l'oxydant c'est l'espèce chimique à gauche, le réducteur c'est l'espèce chimique à droite. Donc dans ce cas l'oxydant c'est tout simplement H2O2, le réducteur c'est H2O liquide. Pour l'autre couple, I2 aqueux, le diode c'est l'oxydant, et I-aqueux, c'est le réducteur. Dans la question qui suit, on demande de décrire les demi-équations associées aux deux couples précédents. Alors ici, nous n'allons pas tenir compte de la réaction qui va se passer, ça veut dire sans souci de réaction chimique, on va écrire tout simplement la demi-équation correspondant à un couple oxydant-réducteur. Alors dans ce cas, j'écris l'oxydant à gauche, le réducteur à droite. Alors l'oxydant, par définition, il va recevoir des électrons pour donner le réducteur. Et alors j'écris l'oxydant H2O2 à gauche, H2O liquide à droite, I2 à gauche, I- à droite. Ensuite j'équilibre. Nous avons déjà au cours de ce chapitre équilibré ce type d'équation, donc on va le faire rapidement. Ici 2 oxygènes, ici 2 H2O, 4H, 2H, donc j'équilibre en ajoutant 2H plus aqueux. Ensuite j'équilibre la charge par 2 électrons. Pour I2, I-, ici d'abord je dois équilibrer le nombre d'atomes d'hydrogène, ensuite la charge par 2 électrons. Alors observons que c'est l'oxydant, il gagne des électrons pour donner le réducteur, de même pour I2. Ensuite, dans la deuxième question, petit a, l'espèce chimique responsable, alors, selon ce que nous avons observé au cours de l'expérience concernant cette transformation, l'espèce chimique qui est responsable de la couleur brune, c'était le diode I2. Par contre, alors I2, elle est de couleur brune en solution aqueuse. Par contre, I- en solution aqueuse, elle est incolore. L'espèce H2O2 en solution aqueuse, elle est incolore. Donc la seule espèce colorée en solution aqueuse, ici, c'est le diode I2. Petit b, alors l'équation de la réaction chimique. Alors ici, contrairement à la question B de la première question, je dois mettre, parce que ici, je dois écrire l'équation de la réaction chimique, donc je dois écrire les réactifs à gauche, les produits à droite. Alors ici, j'ai une transformation qui va se faire entre H2O2 et I-. Ça veut dire que voici les réactifs. L'oxydant du premier couple va réagir avec le réducteur du deuxième couple. Donc je dois écrire ces deux espèces dans les membres de gauche des demi-équations. Donc H2O2 va donner H2O et donc je termine comme avant, plus 2 électrons.
Par contre, pour la deuxième, je dois commencer par I-. Donc, je dois mettre ici 2I-, parce que c'est le réactif. I2 plus 2 électrons. Ça veut dire que j'inverse ici l'ordre. Et je fais la somme. J'ai ici 2 électrons, donc je simplifie par les électrons, et sans multiplier par aucun coefficient, j'obtiens H2O2 aqueux plus 2I- plus 2H plus aqueux donne H2O liquide plus 2H2O liquide plus I2. Alors la question c'est sur la justification de la présence d'ions H+ en milieu réactionnel, dans ce milieu réactionnel. Alors le milieu réactionnel doit être acide car la réaction nécessite des ions H+. Alors observez ici que cette réaction ne peut pas se faire uniquement avec H2O2 et I-. Si on ne met pas des ions H+, la réaction ne peut pas se faire parce que cette réaction demande 3 espèces chimiques, dont H+. Donc, pour que la réaction puisse se faire, il faut ajouter dans le milieu réactionnel, il faut ajouter un acide pour que le milieu soit acide pour que la réaction puisse se faire. Autre remarque, c'est que toujours, la demi-équation s'écrit avec une double flèche. L'équation, ici, nous avons une réaction totale, donc une flèche simple. Et dans cette troisième question, la transformation chimique peut être réalisée expérimentalement soit dans un bain-marie à 0 degré Celsius, ça veut dire à basse température, ou bien dans un autre à 60 degrés Celsius, ça veut dire à une température relativement haute. On demande d'indiquer quel est le bain-marie qu'il faut utiliser pour accélérer la réaction, pour avoir une transformation plus rapide. Évidemment, puisque la température est un facteur cinétique, ça veut dire son augmentation fait augmenter la vitesse de la réaction, on doit utiliser le bain-marie à 60 degrés Celsius, ça veut dire à haute température. Ensuite, dans la question 4a, dans cette question, nous devons chercher le bilan de matière à l'état final de la réaction. Dans les deux cas, dans le cas de la première expérience, ensuite dans le cas de la deuxième expérience. Alors la première expérience et la deuxième expérience, les deux expériences sont faites toutes les deux à la même température, à 20 degrés Celsius. La seule différence, c'est la concentration initiale en ions I-. Dans les deux mélanges des deux expériences, dans les deux mélanges à l'état initial, nous avons utilisé la même concentration initiale en H2O2, en eau oxygénée, et des concentrations différentes en I- à l'état initial. Alors on doit chercher l'état final, le bilan de matière à l'état final, ça veut dire quelle est la quantité de matière des réactifs et des produits à l'état final. Dans le cas de la première expérience, ensuite dans le cas de la deuxième expérience. Et pour cela, nous devons d'abord établir un tableau d'avancement de la réaction, ensuite chercher la valeur de X max. Alors, l'équation de la réaction, H2O2 plus 2I- donne 2H2O plus I2. L'état initial, ici, j'écris le même tableau d'avancement pour les deux expériences. Alors, H2O2 initial fois V, la concentration fois le volume, c'est la quantité de matière initiale en H2O2. I- initial fois V, c'est la quantité de matière initiale en I-. Alors, ceci n'a aucune relation avec les coefficients stoichiométriques. H+, il doit être en excès, il ne doit pas être un réactif limitant, ça veut dire qu'il doit être en très grande quantité par rapport aux autres réactifs. L'eau, elle est en excès parce que cette espèce chimique, elle représente le solvant, donc elle est en excès. I2, à l'état initial, nul, zéro. La quantité de matière est nulle car il n'est pas encore formé. Ensuite,
l'état à un instant t au cours de l'évolution de la transformation. H2O2 initial V moins X moins 1X. Parce que ici j'ai le coefficient 1. I moins initial fois V moins 2X en excès. H2O en excès. Et I2, vous avez ici le coefficient 1, donc il se forme X. Il disparaît, ou bien il réagit X, s'il réagit X mol de H2O2 avec 2X mol de I-, ils vont former X mol de I2. Alors ceci se base sur le fait que, sur les coefficients stoichiométriques, 1 mol de H2O2 réagit avec 2 mol de I- pour donner 1 mol de I2. Donc X réagit avec 2X pour donner X. Alors pour chercher la valeur de X max, ici on va distinguer entre les deux expériences. Alors première expérience, H2O2 initial V moins X max égale 0. Ça veut dire si on suppose que H2O2 est le réactif limitant. Donc cette quantité à l'état final, elle doit être nulle. Donc X max est égal à H2O2 initial fois V est égal 10 puissance moins 1 fois 20 10 puissance moins 3. Le volume de la solution de H2O2 est égal à 2 10 puissance moins 3 mol. C'est une quantité de matière. Si on suppose que I- est le réactif limitant, I- initial fois V moins 2X max égale 0, ça veut dire cette quantité, mais à l'état final. Moins X max égale 0, donc X max égale I- fois initial fois V divisé par 2. J'obtiens 5 10 puissance moins 1 fois 20 10 puissance moins 3, parce que le volume c'est 20 millilitres, donc pour convertir en litres, je dois multiplier par 10 puissance moins 3, divisé par 2. J'obtiens 5 10 puissance moins 3 mol. Alors observez que X max, elle est égale à la valeur la plus petite, c'est 2 10 puissance moins 3 mol, et H2O2, c'est le réactif limitant. C'est lui qui va limiter la réaction chimique. Pour la deuxième expérience, je fais la même chose pour H2O2, et puisque j'ai la même concentration initiale, j'obtiens la même chose, 2 10 puissance moins 3. Pour I-, il y a un changement parce que la concentration initiale en I-, elle est différente. Donc X max égale la même chose, I- initial fois V sur 2, et j'obtiens, au lieu de 5 10 puissance moins 1, je mets ici 8 10 puissance moins 1, j'obtiens 8 10 puissance moins 3. Observons de la même façon que 2 10 puissance moins 3, c'est la valeur la plus faible, et H2O2 est le réactif limitant. Donc dans les deux expériences, le X max est égal à 2 10 puissance moins 3 mol, et H2O2 est le réactif limitant. Et après avoir calculé la valeur de l'avancement final de la réaction X max égale, nous avons trouvé 2 10 puissance moins 3 mol pour les deux expériences, et le même réactif limitant H2O2 dans les deux expériences. Après avoir fait ce calcul, nous pouvons faire un bilan final de la quantité de matière pour chacune des deux expériences. Ça veut dire que nous pouvons calculer la valeur de la quantité de matière à l'état final de chacun des réactifs et du produit I2. Alors pour la première expérience, et puisque H2O2 c'est le réactif limitant, ça veut dire, parce que ici c'est une réaction totale, ça veut dire que sa quantité de matière à l'état final, elle est nulle. N de I-. Alors, on peut aussi faire ce calcul, et on va toujours trouver égal 0, en utilisant la relation N de H2O2 à l'état final est égal à la concentration de H2O2 initiale fois V moins X max. On va trouver évidemment 0. Pour la quantité de matière de I- à l'état final, alors c'est I- initial V moins 2X max est égal à 5 10 puissance moins 1 fois 20. Ici, il faut convertir le volume en litres, parce que la concentration ici, elle est en mol par litre, moins 2 fois X max, ça veut dire 2 fois 2 10 puissance moins 3. Et on trouve égal 6 10 puissance moins 3 mol.
C'est ce qui va rester en ion I- après la fin, ou bien à la fin de la réaction. La quantité de matière de I2 formée à l'état final, parce que c'est un produit, elle est égale à X max. Donc, c'est 2 10 puissance moins 3 mol. Ici, on ne parle pas des espèces chimiques en excès. Deuxième expérience. La même chose, la quantité de matière finale de H2O2 égale 0 parce que c'est le réactif limitant. N de I- finale, au lieu de 5, ici 8. La concentration initiale de I- elle est différente. On trouve 1,2 10 puissance moins 2 mol. Et la quantité de matière de I2 formée à l'état final pour l'expérience, pour la deuxième expérience, elle est égale à X max, elle est égale à 2 10 puissance moins 3 mol. Et dans la question 4b, nous devons comparer la couleur de la solution aqueuse dans les deux expériences. Alors la couleur de la solution, elle dépend de l'espèce chimique qui est responsable de cette couleur et aussi de sa concentration. Plus la concentration est forte, plus la couleur est foncée. Donc pour les deux expériences, nous avons trouvé que la quantité de matière à l'état final, c'est 2 10 puissance de I2, c'est 2 10 puissance moins 3 mol, et elles ont ces deux solutions, elles ont le même volume de V. Donc, pour calculer la concentration, je dois mettre la quantité de matière finale sur le V, donc c'est 2 10 puissance moins 3 sur 2 fois 20 10 puissance moins 3, je trouve 5 10 puissance moins 2 mol par litre. De toute façon, les deux solutions dans les deux expériences à l'état final, elles ont la même concentration en I2. Ou bien disons qu'il y a formation de la même quantité de matière à l'état final de I2 dans le même volume pour les deux expériences. Donc, ceci veut dire que la couleur de la solution sera la même dans les deux cas. Donc, à l'état final, la solution a la même couleur brune pour les deux expériences, parce qu'ils ont la même concentration en I2 à l'état final. Dans la question C, nous allons comparer la vitesse d'évolution des deux réactions dans la première et la deuxième expérience. Alors, pour la deuxième expérience, observons que I- initiale est la plus forte parce que la concentration de I- dans la deuxième expérience, c'est 8 10 puissance moins 1. Par contre, dans la première, 5 10 puissance moins 1. Elle est la plus forte et étant donné que la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique, donc l'état final est atteint plus rapidement pour la deuxième expérience. Alors, si on compare les concentrations initiales de I- et de H2O2, H2O2, elle a la même concentration pour les deux expériences, la même concentration initiale. Ici, on parle des concentrations initiales. I-, elle est supérieure dans la deuxième expérience. Et c'est I- qui va faire, c'est la concentration de I- qui va faire la différence entre les deux expériences. Donc, puisque pour la deuxième expérience, la concentration de I- est la plus forte, donc dans cette deuxième expérience, la transformation chimique sera la plus rapide.